messieurs les préfets des différents départements de la région, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs, en vos rangs, titres et grades respectés, je suis honoré de prendre la parole ici ce jour au nom du maire de la ville de Douala, qui pour d'autres raisons se trouve à Yaoundé pour un problème hyper important pour le Cameroun et notamment pour les CTD. Il s'agit donc de la plateforme relative à la gestion des déchets convoquée par le MINDU. Excellences, Monsieur le Gouverneur, Mesdames et Messieurs, suite à la promulgation par le chef de l'État, Son Excellence Paul Biya, apôtre de la décentralisation de la loi numéro 2024/020 du 23/12/2024, plusieurs incompréhensions étaient nées, notamment au niveau des chefs des exécutifs des CTD. Afin de mieux poser les bases de ce nouveau mode de gouvernement, une période transitoire avait été accordée aux exécutifs des CTD, leur donnant la compétence de recouvrer les impôts pendant un certain temps. Le moment est enfin arrivé pour que l'administration fiscale de l'État prenne le taureau par la corne, d'où cet atelier qui aidera les CTD à mieux cerner la nouvelle fiscalité locale et surtout les avantages qu'elles peuvent tirer de celle-ci. La mairie de la ville de Douala, ainsi que les exécutifs des communes d'arrondissement de la ville de Douala, portent un grand intérêt à cet atelier et nous espérons que le résultat ou le bilan de ces travaux, ce bilan sera bénéfique pour les CTD. Je vous souhaite donc de très très beaux travaux. Préfet, Monsieur l'avocat général pour la Cour d'appel du littoral, Monsieur le maire des villes de Douala et d'Iankonsamba, Monsieur le représentant du directeur général des impôts, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les directeurs, Messieurs les contrôleurs des finances, Messieurs les trésoriers payeurs généraux, Mesdames et Messieurs les délégués régionaux et assimilés, distingués participants, Mesdames et Messieurs, c'est avec un grand plaisir que je prends la parole dans cette somptueuse salle Blue Diamond de l'hôtel Falaise de Douala et devant cette auguste assistante pour procéder aujourd'hui au lancement des travaux de la caravane d'information et de sensibilisation des acteurs de la décentralisation sur la réforme de la fiscalité locale, réforme fondamentale pour le renforcement de la performance budgétaire et de l'autonomie financière de nos collectivités territoriales décentralisées. Permettez-moi tout d'abord de remercier M. le maire de la ville de Douala pour ses propos aimants de bienvenue et ainsi bien exprimé à mon adresse ainsi qu'à l'endroit des personnalités qui m'accompagnent et des autres participants à ces travaux. Je vous prie également d'accepter, mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et titres, mes sincères remerciements pour l'accueil chaleureux que vous avez réservé ainsi que pour votre participation massive et effective à ces travaux qui, du reste, se veulent dignes d'intérêt. Travaux qui devraient commencer à 10 h, mais à 10 h, il n'y avait que 5 personnes dans cette salle. Donc, ne regardez pas le gouverneur comme celui qui aurait fait commencer les travaux après l'heure indiquée. Je tiens également à saluer vos encouragements à l'endroit de l'équipe de mission qui, avec rigueur et dévouement, travaille depuis quelques jours à la préparation pour la réalisation 100 heures des présents travaux. Ces marques de reconnaissance illustrent l'excellence de la coopération entre l'État central
et les collectivités territoriales décentralisées, une coopération que nous tenons à renforcer et à accompagner les équipes des services déconcentrés de l'État dans son approfondissement. Dans le cadre de notre propos, nous voulons rappeler que la compréhension de cette réforme peut se faire autour de 3 axes fondamentaux, à savoir le contexte général ayant conduit à son élaboration, les limites observées dans l'ancien dispositif de mobilisation des recettes fiscales des collectivités territoriales décentralisées, les innovations majeures qu'elle a introduites pour répondre aux défis et corriger les insuffisances identifiées dans l'application du dispositif en vigueur. En ce qui concerne le contexte, la réforme de la fiscalité locale a été élaborée en droite ligne de l'objectif d'accélération et d'approfondissement du processus de décentralisation voulu par le chef de l'État, avec comme impératif majeur le renforcement de l'autonomie financière des CTD. Cet impératif constitue d'ailleurs l'une des recommandations fortes des assises générales de la commune organisées les 6 et 7 février 2019 sous le thème Approfondissement de la décentralisation, la commune camerounaise renouvelée à l'horizon 2024. C'est dans la même mouvance que s'est inscrit le grand dialogue national tenu du 30 septembre au 4 octobre 2019 avec comme principale résolution l'accélération du processus de décentralisation à travers la mise en place effective des régions. Il en est de même pour la promulgation de la loi numéro 2019/024 du 24 décembre 2019 portant Code général des collectivités territoriales décentralisées. Cette loi a renforcé la nécessité d'achever le processus de modernisation du cadre juridique régissant les finances locales. Plus précisément, les dispositions du livre 5e de ce code a appelé à une réforme profonde de la fiscalité locale afin de doter les collectivités territoriales décentralisées des moyens adéquats pour exercer pleinement leurs prérogatives et répondre efficacement aux attentes des populations. Enfin, il convient de rappeler que la stratégie nationale de développement à l'horizon 2030 préconise dans son 4e pilier gouvernance, décentralisation et gestion stratégique de l'État le renforcement des moyens de financement des collectivités territoriales décentralisées dans l'optique de permettre à ces dernières de faire face aux missions qui leur sont concédées par le Code général des CTD. Distingués participants. S'agissant des limites de l'ancien dispositif de mobilisation des recettes des collectivités territoriales décentralisées, on peut relever sans être exhaustif la multiplicité des impôts et taxes locaux, avec plus d'une quarantaine de prélèvements, complexifiant ainsi leur gestion et limitant en conséquence leur efficacité. La faiblesse du rendement des impôts communaux, autre que les centimes additionnels communaux. Bien plus, le rendement de certains impôts, tels que la taxe foncière et l'impôt libératoire, s'était révélé largement en deçà du potentiel réel. La répartition des compétences entre les services fiscaux de l'État, DGI et les CTD est également apparue comme un sujet de crispation. Cette situation a mis en lumière la nécessité impérative de repenser les modalités de collaboration entre ces acteurs. Cela passe par l'instauration d'un cadre de concertation renforcé, aussi bien pour l'élaboration de la norme fiscale que pour la définition des objectifs de rendement et la gestion quotidienne des impôts et taxes locaux. La faible implication de certains CTD dans la gestion de la fiscalité locale a également constitué un handicap dans la mobilisation des recettes locales. En effet, il faut mettre en contribution la proximité des CTD vis-à-vis des contribuables pour améliorer la gestion du fichier des contribuables locaux, les taux de recouvrement
et donner un rôle plus accru au CTD dans la sensibilisation à la citoyenneté et paiement des impôts locaux. Le développement encore embryonnaire de la fiscalité régionale, limitant la capacité des régions à mobiliser des ressources autonomes et à contribuer efficacement au financement de leur développement. Mesdames et messieurs, c'est en prenant en compte ce contexte, marqué à la fois par l'accélération du processus de décentralisation et par les difficultés liées à l'ancienne gestion de la fiscalité locale, que sur haute instruction du Premier ministre, chef du gouvernement, les ministres en charge des finances et de la décentralisation ont par arrêté numéro 404, par MINFI, par AC, par MINFI, par MINDEVET, du 27 août 2020, et la décision mise en place un comité interministériel dédié à la réforme de la fiscalité locale. Ce comité, composé de représentants des ministères concernés, des CTD, de leur instance faîtière et du FECOM, avait pour mission principale de moderniser le cadre institutionnel et législatif de la fiscalité locale afin de renforcer l'autonomie financière des CTD. Outre les débats tenus au sein du comité, des concertations ont également été menées avec des partenaires au développement, à l'instar de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, de la GIZ, des acteurs du secteur privé, dont notamment le GECAM, des organisations de la société civile et un certain nombre d'associations de contribuables. Des missions de benchmarking ont par ailleurs été conduites en vue de s'imprégner des meilleures pratiques à l'international et de mutualiser avec les administrations fiscales et en charge de la décentralisation des pays à niveau de développement comparable. Ces concertations ont permis de recueillir des expertises variées et d'assurer une reprise en compte globale des enjeux de la réforme. Les innovations introduites par la loi numéro 20 du 23 décembre 2024 portant fiscalité locale résultent ainsi de ces efforts concertés, témoignant d'une volonté partagée de doter notre pays d'un système de fiscalité locale modernisé et performant, en mesure de répondre efficacement aux défis actuels et futurs. Les principales avancées de cette nouvelle réforme s'articulent autour de deux axes majeurs. D'une part, la politique fiscale locale et d'autre part, l'administration des prélèvements locaux. Sur le plan de la politique fiscale locale, partant du constat d'une mobilisation de recettes au profit des collectivités territoriales décentralisées, qui s'est élevée à 7,3% des ressources propres de l'État, la nouvelle réforme ambitionne de doubler cette performance à un minimum de 16% des ressources propres grâce aux préconisations suivantes portant sur la fiscalité affectée et la fiscalité directe. En matière de fiscalité affectée, elle se rapporte aux recettes destinées aux communes, aux régions, ainsi qu'à leur mécanisme de décentralisation et de répartition. Relativement aux recettes affectées aux communes, l'institution d'un impôt général synthétique, IGS, forfaitaire, en remplacement de l'impôt libératoire et du régime simplifié d'imposition. L'extension des centimes additionnels communaux au droit d'assises, à la taxe spéciale sur le revenu et au droit d'enregistrement sur la commande publique. Le doublement de 0,5% à 1% du taux du droit d'assises spécial destiné au financement de l'enlèvement et du traitement des ordures au bénéfice des CTD. L'élargissement du champ d'application de la contribution de licence pour inclure les jeux de hasard et de divertissement. En ce qui concerne les recettes affectées aux régions, la loi portant fiscalité locale a consacré la mise en œuvre effective des anciennes dispositions de l'article C118 du Code général des impôts et de l'article 11 du Code général des CTD au travers des affectations suivantes, dont l'impact financier sera fonction du taux à retenir dans chaque loi de finances et sur la base des compétences transférées.
Une quote-part du produit du sol transférable de la redevance pétrolière et gazière. Une quote-part du produit de la redevance minière. Une quote-part du produit de la taxe spéciale sur les produits pétroliers. Une quotité du produit du Fonds pour le financement des projets de développement durable en matière d'eau et d'assainissement. L'intégralité des recettes du droit de timbre d'aéroport. Une quote-part de 50% du produit du droit de timbre sur carte grise. Une quote-part de 60% du produit de la redevance d'utilisation des fréquences radioélectriques. Outre les réaffectations mentionnées ci-dessus, la nouvelle loi portant fiscalité locale a introduit une innovation notable, la consécration d'un droit de timbre local pour étendre le champ d'application de l'actuel droit de timbre communal aux régions, renforçant ainsi leur capacité à mobiliser des ressources propres. Sur les modalités de répartition des recettes affectées, la loi portant fiscalité locale a consacré une approche méthodique et rigoureusement structurée pour la répartition des recettes affectées. Cette approche repose sur des modalités clairement définies, conçues pour garantir à la fois l'équité entre les collectivités territoriales décentralisées et l'efficacité dans l'allocation des ressources. Mesdames et messieurs, en matière de fiscalité directe des CTD, face aux limites de l'ancien système, marqué par une pluralité de taxes communales, des assiettes restreintes, un rendement insignifiant et des coûts de collecte élevés, la nouvelle loi portant fiscalité locale a institué des mesures ambitieuses et ciblées. Il s'agit de la suppression de 7 taxes locales et leur intégration dans l'impôt général synthétique, la rationalisation des redevances locales. Ainsi, en s'appuyant sur les mesures de rationalisation des taxes communales et des divers prélèvements sus-évoqués, le nombre de taxes et de redevances locales a été réduit de 21 à 12 unités. Cette réforme, à la fois ambitieuse et pragmatique, va non seulement simplifier le système fiscal local, mais également garantir le rendement escompté, consolidant ainsi les ressources des collectivités territoriales. Distingués participants, au regard des importants transferts de recettes envisagés qui viendront fortement obérer les ressources de l'État, et en plus de nombreux problèmes pratiques liés à la mise en œuvre du dispositif de la dotation générale de la décentralisation, dont le Code général de la décentralisation indique qu'elle ne saurait être inférieure à 15% des recettes de l'État, il est apparu nécessaire de clarifier et de simplifier ces mécanismes d'indexation. Permettez-moi d'évoquer les réformes prévues en matière d'administration de l'impôt local qui s'articulent autour de 2 axes majeurs, à savoir l'organisation de la collecte des ressources des collectivités territoriales décentralisées, les procédures fiscales. S'agissant de l'organisation de la collecte des ressources des collectivités territoriales décentralisées, la réforme de la fiscalité locale a mis en place une organisation en profondeur pour optimiser la gestion des recettes locales. À cet effet, il a été consacré la transformation des centres divisionnaires des impôts en centres de fiscalité locale et des particuliers. Ces nouveaux centres, déjà créés par arrêté de M. le ministre des Finances, agissant comme interlocuteurs fiscaux uniques, avaient pour mission de gérer les impôts, taxes et redevances locaux sous la responsabilité de l'administration fiscale. Cette transformation s'inscrit dans une démarche d'efficacité et de maximisation des recettes. La création au sein de chaque collectivité territoriale décentralisée d'une unité de suivi de la fiscalité locale. Ces unités en cours de création ayant pour rôle de favoriser les liaisons et synergies entre l'administration fiscale et les collectivités territoriales décentralisées. Sur les procédures fiscales, la loi portant fiscalité locale prévoit l'harmonisation des procédures locales avec celles éprouvées déjà en vigueur pour les impôts d'État, tout en tenant compte des spécificités
la fiscalité locale. Enfin, conscient des spécificités propres à la fiscalité directe locale, il a été prévu des adaptations, le cas échéant, des procédures de contrôle, de recouvrement forcé et de gestion des contentieux pour garantir à la fois leur efficacité et leur adéquation au contexte local. Par ailleurs, pour garantir une mise à disposition rapide et efficace des ressources collectées au profit des collectivités territoriales décentralisées, les aménagements prévus sont en cours d'implémentation dans le mécanisme de fonctionnement du compte unique du Trésor. Ces dispositions incluent notamment l'attribution à chaque receveur des collectivités territoriales décentralisées d'un relevé d'identité bancaire auprès de la Campost. Ces ajustements traduisent une volonté forte d'assurer une gestion plus fluide et réactive des ressources locales au service d'une administration locale modernisée et mieux équipée pour relever les défis de proximité. Distingués invités et participants, au regard de la volonté politique ainsi clairement manifestée par les hautes autorités de notre pays en vue du renforcement de l'autonomie financière de nos CTD, j'engage l'ensemble des exécutifs locaux à œuvrer pleinement pour une mise en œuvre harmonieuse et réussie de la présente réforme. Je les invite à instaurer une collaboration franche avec les services opérationnels de la Direction générale des impôts, afin notamment de faciliter l'enrôlement massif des contribuables jadis administrés par les services d'assiette des communes. Je vous demande par ailleurs de mettre rapidement en place les unités de suivi de la fiscalité locale, devant servir d'interface avec les centres de fiscalité locale et des particuliers tels que créés par le ministre des Finances et actuellement en cours de mise en place. En vous souhaitant de futurs échanges dans un climat de convivialité, je déclare ouvert les travaux de la caravane d'information et de sensibilisation des acteurs de la décentralisation sur la réforme de la fiscalité locale dans la région du littoral, pour que vive cette région, vive le Cameroun et son guide, son excellence M. Paul Biya. Je vous remercie de votre bienveillante attention. Oui, mais nous on ne le saurait plus. Je ne sais pas si cette fois-ci ce sera bien orienté pour qu'on puisse avoir quelque chose sur le. Ma préoccupation, c'est le fait que l'IGS abrite deux catégories de contribuables. Ça veut dire les contribuables qui étaient à la patente, qui sont inscrits dans le registre de commerce. Maintenant, il y a ces contribuables de l'impôt libératoire qu'on n'exigeait pas le registre de commerce avant. Est-ce que ça ne sera pas nécessaire que ces contribuables soient inscrits dans le registre de commerce? Je ne sais pas si la loi a prévu ça. Mais par la suite, après vous avoir suivi, je crois que de l'inquiétude, il y a eu plutôt la quiétude. Je voudrais bien qu'on soit compris. En fait, l'idée, quand j'étais en train de dire, de prendre des délibérations, je n'ai pas dit de prendre des délibérations. Et d'ailleurs, si c'était ce qui a été entendu, je vous remercie pour votre préoccupation parce que ça aurait été une loupée. Non, c'est de dire qu'il faut déjà commencer à préparer des projets de délibération qui pourraient être modifiés. En fait, l'idée, c'est de dans mon propos, c'est de se dire, on ne doit pas attendre, par exemple, que le texte soit pris pour organiser, par exemple, un service ou modifier peut-être un service communal. Ça se fait par délibération. Il faut qu'on ait ce genre de compréhension, se dire donc que nécessairement, il va falloir prendre une délibération. Je ne sais pas si on se comprend. Parce qu'il y a eu des compréhensions. Vous savez que nous travaillons en étroite synergie avec vous. Il y a certains d'entre vous qui ont pensé qu'une fois que l'arrêté du ministre sera pris, on n'a pas besoin de prendre une délibération pour créer l'USFL au niveau de la collectivité. Donc dans mon propos, c'est de se dire déjà que quand
bien même le texte de l'arrêté Mindevel-Minfi sera pris, sera signé, les collectivités doivent absolument prendre une délibération qui autorise la création, qui crée autant pour moi les USFL. Et par la suite, le maire va maintenant pouvoir nommer les chefs d'unité avec les différents collaborateurs. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans la position du maire, c'est de regarder déjà parmi son personnel ceux qui pensent qu'ils pourraient être capables d'être responsabilisés dans ce genre de structure. Donc je voudrais que mon propos soit bien compris. On ne peut pas anticiper sur une délibération d'un texte qui n'a pas encore été pris. Mais c'est de ce qu'il faut déjà se mettre dans, permettez-moi l'impression que je peux emprunter à un philosophe, dans ce subconscient. Concernant la version optimisée de Simba, je vais laisser le soin à monsieur le directeur Bassar de revenir sur cette question. Bon, nous avons également interpellé sur la question des budgets rectificatifs. Oui, là, il le faut absolument. C'est toujours une application de la loi. Parce que, regardons bien la chronologie de la loi, nous sommes bien conscients que les collectivités, et je sais, il y a beaucoup de collectivités, beaucoup de maires avec qui nous avons eu des échanges, qui savaient que la loi devait être promulguée, comment est-ce qu'on devait faire des budgets. C'était une grosse préoccupation. Est-ce la loi va être promulguée en 2024 et on doit voter le budget au plus tard le 15 décembre. Comment est-ce que cela devrait être fait? On connaît bien la préoccupation, mais la loi également, le Code général également nous a donné la porte de sortie à travers des budgets rectificatifs. L'idée, c'est de se dire en fait qu'on ne peut pas administrer, en tout cas pour les impôts et taxes qui auraient été supprimés, quelque chose qui n'existe plus. Donc, on comprend la difficulté de pouvoir organiser une session budgétaire. C'est connu. On comprend ces difficultés, mais peut-être disons que c'est le prix à payer. On ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. Parce que dans la présentation, par exemple, du directeur Vogo, il est revenu là-dessus, nous voyons très bien lorsqu'on fait les estimations en termes de ressources qu'on pourrait avoir. Ça sera peut-être le prix de cette session absolument nécessaire, puisque les impôts qui devront être adressés dans les budgets locaux doivent être en conformité avec la loi. Ça sera certainement une charge de plus, ça sera peut-être contraignant, mais il faut nécessairement adapter nos budgets en recettes, en tout cas, avec la loi sur la fiscalité locale. Je pense qu'une fois que je l'ai dit, je pourrais revenir, je vais peut-être laisser la parole avec la permission du modérateur, son excellent monsieur le gouverneur, au directeur Bassa, qui pourra revenir sur les questions de la version optimisée de Simba. Bon, relativement à cette préoccupation, je voudrais déjà dire que nous sommes totalement en phase. Oui, d'ailleurs, nous avons travaillé ensemble sur la version optimisée. Nous avons connu toutes les étapes relatives à la finalisation et à la mise en circulation d'un nouvel outil informatique. On a exprimé les besoins ensemble. On a tenu des réunions conjointes, MINFI, MINDEVEL, avec les prestataires qui ont développé ce nouveau système d'information. On a fait des recettes techniques provisoires et actuellement, même, vous allez constater que c'est des missions conjointes, MINFI, MINDEVEL, qui sont déployées sur le terrain par rapport à cette activité. Donc, si vous avez eu l'impression, et il a dit tout à l'heure, ce n'était qu'une impression. Et maintenant, nous allons déployer Simba sur l'ensemble du territoire national par phase. Il aurait été pour nous imprudent, je pourrais même dire quelque part irréfléchi, de prétendre descendre dans les 384 communes que compte notre pays, y compris les régions, et dire qu'au même moment, nous allons installer le système d'information. On est habitué à animer les réformes, il faut toujours aller par phasage. Et la première phase, qui est effective depuis bientôt 1 mois et demi, c'est 51 collectivités. Ça va être ça la première phase. Donc on a installé, et en même temps c'est des missions de coaching, parce qu'on vous assiste sur le budget et la comptabilité. Maintenant, cette mission, elle est achevée depuis la semaine passée. Il est question qu'on procède à une évaluation de cette première phase-là. Parce que figurez-vous, le niveau de maîtrise de la réforme, les compétences, les ressources humaines, ce n'est pas la même chose qu'on retrouve partout.
Il est donc question pour nous d'évaluer cette première phase. S'il y a un tir qui doit être rectifié, il va être rectifié. Donc la deuxième phase va concerner 150 communes, y compris les régions aussi, et la troisième 150 toujours. Toutes ces phases-là sont programmées pour l'exercice 2022-5. Et au 1er janvier 2026, si tout se passe bien, on aura enrôlé les 384 collectivités territoriales que compte notre pays. Donc, soyez quelque peu patients, les missions vont couvrir l'ensemble des communes. Et il n'y a pas plus loin qu'il y a 3 mois, je pense, le ministre des Finances avait adressé à l'ensemble des exécutifs municipaux, régionaux et leurs collaborateurs des correspondances dans lesquelles il demandait de faire attention. Parce qu'il y a une prolifération d'experts, oui, qui passent en revue les collectivités aujourd'hui pour proposer des formations et même des systèmes d'information autres que Simba, moyennant le paiement des sommes d'argent. Donc, il vous a demandé déjà vraiment de barrer la route à tout cela. Vous voyez, tous ceux dont nous sommes en train de parler, la demande requiert, une expertise et demande que nous tenons tous le même message. Ceux qui ne sont pas avec nous, ils ne maîtrisent pas le contexte, ils ne maîtrisent pas le soubassement, ils ne maîtrisent pas la philosophie, ils ne maîtrisent pas le processus. Vous allez prendre des cabinets privés, ils viendront vous parler de la réforme de la fiscalité locale, ils viendront vous parler de la réforme budgétaire et même comptable des CTD avec un message qui va risquer d'être différent du nôtre. Donc, tant que vous n'avez pas de mission pilotée par le ministère des Finances et le MINDEVEL, vous barrez la route à toutes ces entreprises-là qui tournent autour. Ceci concerne également les systèmes d'information dont le seul retenu au niveau des collectivités territoriales décentralisées est SIMA. Maintenant, nous allons vous accompagner. Il y a des missions de coaching. À l'époque, on a bien travaillé avec le PNDP. Tous les 3 mois, on se réunissait au niveau du chef-lieu régional. On vous demandait de venir avec vos documents, vos unités centrales, et on travaillait ensemble pour passer en revue commune par commune les difficultés qui étaient les vôtres dans le cadre de l'animation de cette activité. Donc, cette année également, nous allons reprendre avec cette vision de coaching. Ça va être des équipes MINDEVEL, MINFI et même Chambre de compte. Vos collaborateurs de la chaîne administrative et de la chaîne comptable viendront. Nous allons travailler ensemble. Donc, nous pensons qu'avec l'animation de ce dispositif, d'ici à quelques mois, on aura parfaitement maîtrisé les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Je n'ai pas très bien compris la question de Sa Majesté, qui, il faut le dire, est mon maire. Sa Majesté Batoum qui est là, le maire de l'Homme, dont je suis. Il parle d'un compte 420, mais en réalité, c'est ce dont je parlais là tout à l'heure dans le cadre de ma prise de parole. Ça, c'est l'une des limites de l'ancien plan comptable, c'est-à-dire avant l'avènement de la réforme. Quelle que soit la recette qui est encaissée par les services centraux de l'État pour le compte de la commune, une recette des impôts par exemple, c'était le compte 421. Voyez. Or, nous avions beaucoup de nature de recettes, chacune ayant sa nature économique. Donc, on pouvait même vous reverser cette loi d'enregistrement sans que vous ne soyez au courant que, en réalité, ce que je suis allé toucher là, c'est la quote-part qui revient à ma collectivité dans cette loi d'enregistrement. Mais maintenant, avec la réforme, vous n'allez plus passer par le trésor. Étant entendu que nous, déjà au niveau des services des impôts, au niveau central, nous avons le RIB, le relevé d'identité bancaire de chaque commune. Donc, quand les services compétents de l'administration fiscale vont liquider l'impôt, on va mettre la quote-part qui revient à la commune de l'Eau, la quote-part qui revient à la commune de Konsamba, et l'argent ira directement dans votre compte, chacun avec la nature économique de la recette. Donc, il n'y aura plus de confusion possible. Ça va vous permettre de bien élaborer votre compte administratif. Ça va permettre à votre receveur municipal ou régional de bien élaborer son compte de gestion. Ça va vous permettre pendant l'année d'effectuer les rapprochements pour être sûr que les données sont concordantes entre les fichiers qui sont chez le maire ou le chef de l'exécution régionale et ceux qui sont chez son comptable. Donc voilà globalement, et je suis d'accord avec ce que disait Dr Joya quant à la modification. Vous voyez qu'avec tout ce qui est dit, il faut modifier. Vous avez les commissions de finances qui normalement doivent se saisir de cette affaire.
Parce que ce sont ces commissions de finances-là qui sont réputées maîtriser la finance publique locale. Les compétences sont multiples. Donc il faudrait déjà les interpeller pour qu'elles se saisissent. Il y a par exemple les premiers reversements qui sont annoncés au titre de l'impôt général synthétique. D'autres reversements vont suivre. Vous ne pourriez donc pas accepter, comment je vais dire, assister passif à tout cela. Et vous pourrez donc, dans le cadre des activités comme celle-là, vous faire accompagner. Il y a le représentant du MINDEVER qui est au niveau départemental. Il y a le représentant du ministre des Finances qui est au niveau départemental. Ils sont également présents au niveau des régions. Parce que je voudrais quand même insister là-dessus. Excusez-moi d'être long. Ne travaillez pas en autarcie. On a constaté que la plupart des temps, les collectivités ne se rapprochent pas en termes de conseils à prendre au niveau des services compétents de l'État, alors qu'ils sont là pour vous accompagner. C'est l'activité de conseil et c'est une obligation. D'ailleurs, la Direction générale des impôts l'a bien mentionné dans la loi. Donc, pour toutes les préoccupations fiscales, rapprochez-vous de l'administration fiscale. Pour toutes les préoccupations d'ordre budgétaire et comptable, le représentant du ministère des Finances est là, le trésorier payeur général. Il a tout un service, le service des collectivités territoriales décentralisées. Tout à côté, nous avons également les responsables départementaux et régionaux du MINDEVER. Donc moi, le conseil que je voudrais fortement recommander, c'est qu'au sortir de nos assises, s'il y a encore une petite brouille quelque part, prenez attache avec ces services qui vont vous accompagner, ne serait-ce que par rapport au collectif budgétaire qu'il faudra apporter. Mais mettez vraiment un terme. Si un impôt a été suspendu, ne l'appliquez plus parce qu'il a été éliminé par la loi. Sinon, vous êtes coupable de concussion parce que c'est une faute qui est punie par nos lois. Merci. Normalement, en année pleine, donc au plus tard en 2026-2027, chacune des collectivités territoriales, chaque commune, chaque mairie de ville verra ses ressources au minimum doublées. C'est très important de le savoir. Pour les contribuables, la réforme apporte de la clarification. Désormais, tous les segments économiques, à savoir les grandes entreprises, les moyennes entreprises et les petites et micro-entreprises sont désormais gérées uniquement par l'administration fiscale. Il n'y a donc plus de possibilité que l'impôt serve d'aléa pour réaliser de la distorsion de concurrence entre les contribuables exerçant dans le même métier. Avec le fait que l'administration fiscale s'occupe de l'ensemble du panel économique, les contribuables seront tous logés à la même enseigne. La digitalisation qui porte également cette réforme-là va permettre que le coût de l'impôt, ça veut dire le coût de la conformité, le coût du respect des obligations fiscales, soit allégé pour les contribuables. À partir de chez eux, ils pourront tous faire des déclarations en ligne, payer les impôts en ligne et être sûr que le destinataire de la ressource l'a bien reçu. Pour l'administration fiscale et les administrations des CTD, des synergies sont mises en place pour que la transparence soit totale. Tout ce qui se fera en administration fiscale sera visible au niveau des collectivités territoriales. Elles verront quel est le nombre de contribuables administrés, quels sont les impôts payés et quand est-ce que le montant est perçu dans les comptes qui leur sont dédiés. Enfin, ce que la réforme apporte, c'est la mise à disposition immédiate de la ressource collectée. Avec la création d'un nouveau réseau de contenu de trésor au niveau de la Cameroun Postal Service, il va être créé, et il a déjà été d'ailleurs depuis la signature par le ministre et le DG de Campos d'une convention, il a été créé des comptes pour les 384 collectivités territoriales au sein du réseau Campos. Donc, l'argent qui est collecté au profit des collectivités ira immédiatement dans les comptes concernés et chacune de ces communautés, collectivités pourra utiliser la ressource désormais en l'ayant collectée sans coût parce que c'est l'administration fiscale qui va engager les coûts liés à la mobilisation de la ressource. Voilà en gros. Les CTD, il est attendu d'elles qu'elles collaborent simplement. L'ensemble du dispositif et l'ensemble des moyens de l'État sont mis en mouvement pour que
leur soit apportée toute l'assistance nécessaire pour qu'elles aient une vue d'ensemble sur tout ce qui est mobilisé à leur profit. Donc, il y aura des efforts qui seront faits pour les équiper, pour les doter en personnel compétent, formé et en équipement pour qu'elles aient donc de l'accès total sur tout ce qui est fait par les services fiscaux à leur bénéfice. Je vous remercie. DFM